Merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être avant de commencer, donc dans le programme, vous avez des exposés assez pointus. Là, ce sera plutôt un exposé plus général sur le rôle des renouvelables dans la politique énergétique actuelle et dans nos prévisions énergétiques à long terme. Peut-être un petit mot avant de commencer sur l'Agence internationale de l'énergie, parce que peut-être que pas forcément familier avec l'Agence internationale de l'énergie. C'est une agence qui a été créée en 1974, après le premier choc pétrolier, pour mettre ensemble les grands pays consommateurs de pétrole pour faire face aux crises pétrolières, avec un dispositif de crise, avec des stocks stratégiques pour permettre de réagir à des ruptures des approvisionnements pétroliers. Donc c'était un contexte très marqué, évidemment, par le premier choc pétrolier. Depuis sa création, l'AEU a beaucoup évolué. C'est maintenant un organisme qui s'occupe de politique énergétique au sens large, donc la sécurité énergétique, pas simplement au sens de la sécurité pétrolière, mais comment améliorer la sécurité énergétique à long terme, comment contribuer à la lutte contre le changement climatique, comment mettre en place des politiques énergétiques qui permettent d'assurer la sécurité d'approvisionnement dans des conditions économiques satisfaisantes. Et de plus en plus, la coopération avec les pays émergents est un enjeu crucial, compte tenu du fait que, quelles que soient les sources d'énergie, la demande se déplace de plus en plus vers les pays émergents, notamment vers l'Asie, et ceci impacte l'ensemble des équilibres des marchés de l'énergie, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz et aussi des énergies renouvelables. J'y reviendrai dans le cours de cet exposé. Alors, je suis désolé, les slides sont en anglais. L'Agence internationale de l'énergie est basée à Paris, comme l'OCDE, dont elle dépend, mais la langue de travail étant l'anglais, nos publications et nos transparences sont en anglais. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Je parlerai moi-même en français de toute façon. Donc voici les grands points de ma présentation. D'abord, les tendances récentes dans le domaine des énergies renouvelables. Notre vision à l'AIE du rôle des renouvelables dans les scénarios énergétiques à long terme. Quels sont les débats d'actualité, je dirais, dans le domaine des énergies renouvelables, le problème de l'impact des renouvelables sur les systèmes électriques, les problèmes de l'intégration dans les réseaux et l'importance des sujets de recherche, de la promotion de la R&D pour assurer le futur des énergies renouvelables. Donc, tout d'abord, les tendances récentes. Si on prend un petit peu de recul, le développement des énergies renouvelables extrêmement spectaculaire auquel on assiste aujourd'hui est une histoire encore très, très récente. C'est une croissance extrêmement rapide, si vous voyez, comme vous le voyez sur ce transparent, où certaines technologies, notamment l'éolien et le solaire, ont eu des taux de croissance à 2 chiffres au cours des dernières années, essentiellement favorisés par les politiques de soutien des États, particulièrement en Europe, puisque l'Europe a été chef de file dans le développement des renouvelables. On a eu même un taux de croissance de 25% de l'éolien au cours des 10 dernières années, donc une multiplication par 10 du potentiel de production depuis 2000 et même un doublement depuis 2007. En termes cumulés, la capacité de production de l'éolien est de l'ordre de 200 gigawatts aujourd'hui, et un grand nombre de pays européens ont un niveau de production de l'éolien qui en font un des éléments très importants sur le marché de l'électricité. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Danemark ont une contribution de l'éolien à leur mix énergétique qui est extrêmement important. Et un des autres faits marquants, c'est qu'en termes d'investissement nouveau, donc on investit, il va y avoir un besoin de renouvellement des parcs électriques dans les pays de l'OCDE et particulièrement en Europe. Et au cours des dernières années, c'est dans le domaine des renouvelables et notamment de l'éolien qu'il y a eu le plus d'investissements, et même plus que dans le gaz naturel, qui est l'énergie qui est aujourd'hui sans doute la plus compétitive pour la production d'électricité.
Autre tendance importante des années récentes, c'est le déplacement du développement des renouvelables vers les pays d'Asie, et notamment vers la Chine. La Chine, par exemple, a représenté environ la moitié des nouvelles installations de production d'électricité renouvelable, en dépassant même le rythme de développement, des États-Unis. Donc vous voyez à gauche la capacité cumulée avec le rôle essentiel de la Chine, des États-Unis et de quelques grands pays européens, particulièrement l'Allemagne et l'Espagne. Et si on voit les nouvelles capacités installées au cours de l'année 2010, donc un point vraiment sur l'actualité récente, vous voyez que le rythme de développement de la Chine est extrêmement impressionnant. Donc on imagine toujours la Chine comme étant le pays des énergies fossiles, le pays du charbon. Il y a une préoccupation en Chine sur la sécurité d'approvisionnement, avec des capacités de production de charbon d'ailleurs qui plafonnent, et un développement de la consommation d'énergie sur toutes les filières, une explosion de leurs importations, notamment de gaz naturel, et aussi par souci de diversification, c'est vraiment une préoccupation de sécurité d'approvisionnement, et aussi une politique industrielle, parce qu'on voit que la Chine aussi concurrence les pays européens sur le plan des filières et la production des équipements, et il y a toute la problématique des emplois verts qui est derrière, puisqu'un des éléments essentiels un des moteurs des politiques d'aide aux renouvelables, c'était la volonté de créer des filières industrielles créatrice d'emplois, et ça a été un grand succès en Allemagne. Il y a près de 400 000 emplois qui sont liés aux renouvelables en Allemagne, mais on voit que la montée en puissance de la Chine répond à la fois à une préoccupation de sécurité d'approvisionnement et une préoccupation de politique industrielle. Alors aux États-Unis, comme vous le voyez à droite, il y a eu un fort ralentissement des investissements en 2010, parce que les États-Unis sortaient de la récession, et aussi parce que les renouvelables sont très fortement concurrencés par les gaz non conventionnels, les fameux gaz de schiste dont on parle beaucoup en France, et qui ont connu un développement tout à fait spectaculaire aux États-Unis, avec un prix du gaz extrêmement bas, qui est maintenant le principal concurrent en fait pour le développement des renouvelables, et qui a entraîné ce développement des gaz de schiste, et donc des prix du gaz très bas aux États-Unis, a entraîné un ralentissement des investissements, au moment où aussi les stimulus packages, les programmes de relance économique pour sortir de la récession avaient pourtant mis beaucoup d'argent sur les énergies renouvelables. Alors, ce slide vous montre aussi à quel point la consommation d'électricité et le marché de l'électricité a été impacté par la récession économique de 2008-2009. On voit que ce sont les chiffres 2010 qui sont présentés par rapport à un indice 100 en 2007, donc pour essayer de voir est-ce qu'on est sorti ou pas de la récession. Et en termes de consommation d'électricité, en fait, on voit que c'est la ligne rouge, qui est la consommation globale. On est encore en dessous du niveau de consommation d'électricité dans les pays de l'OCDE, donc les pays industrialisés globalement, par rapport à la situation de 2007. Donc la très forte baisse de la consommation en 2008 et surtout en 2009 n'a pas encore été intégralement compensée. Mais ce que ce transparent montre, je pense de façon assez spectaculaire, c'est que c'est surtout la production d'électricité thermique qui a chuté et qui est très en deçà aujourd'hui encore à environ 300 TWh, en dessous des niveaux de 2007, alors même que dans le même temps, c'est ce que montre la ligne noire, les investissements dans le domaine des renouvelables continuaient à progresser globalement dans les pays de l'OCDE très rapidement, alors même que la demande était en baisse, ce qui veut dire que leur part de marché s'est fortement accrue au cours de la période. On voit la montée en puissance des renouvelables a été à peine ralentie. On voit un ralentissement en 2009-2010, mais toujours avec des taux de croissance très importants. Alors c'est une bonne nouvelle en termes de sécurité d'approvisionnement, parce qu'une fois que les investissements en termes de capacité de production dans les renouvelables sont faits, c'est
une garantie d'avoir une production électrique à très bas coût et très sûre en termes d'approvisionnement. Une des difficultés, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'on voit, c'est que quand les renouvelables, notamment variables comme l'éolien ou le solaire, prennent une part de marché substantielle, ça rend les investissements complémentaires dans les énergies fossiles, notamment dans l'électricité fondée sur le gaz ou les cogénérations à gaz qui sont importantes pour l'équilibre du système électrique, beaucoup plus difficiles. Et donc, il y a le mauvais côté, le revers de la médaille, si on peut dire, c'est que les incitations à créer des capacités pour le backup, pour le soutien, pour gérer la variabilité des renouvelables, j'y viendrai tout à l'heure, deviennent plus difficiles. Alors, je voudrais maintenant vous présenter rapidement nos scénarios globaux, donc scénarios globaux à long terme qui examinent les évolutions entre 2008 et 2035 pour essayer de prendre un peu de recul. Nous publions chaque année un document qu'on appelle le World Energy Outlook, perspectives énergétiques à long terme, au mois de novembre, où on essaye à la fois de dégager les tendances, où va-t-on si on prolonge les tendances actuelles en termes de sécurité énergétique, en termes de changement climatique, en termes de demande d'énergie par filière. Et on met en place également des scénarios alternatifs plus volontaristes pour essayer de corriger ces trajectoires qui ne sont pas soutenables avec des politiques alternatives. Alors, on a plusieurs scénarios. Le scénario qui est présenté ici, c'est le scénario des nouvelles politiques et le scénario qui prend en compte à la fois les politiques décidées, par exemple, au niveau européen, de développer les renouvelables, de limiter les émissions de CO2, ce qu'on appelle les 3x20, et également les engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre des conférences sur le changement climatique, aussi bien à Copenhague qu'à Cancun. On a intégré ça dans notre scénario qui devient un peu notre scénario central. Alors, qu'est-ce qu'on voit à partir de ce scénario? C'est que dans les pays émergents, les pays non membres de l'OCDE, l'ensemble de la consommation la demande d'énergie primaire se progresse fortement pour l'ensemble des sources d'énergie, alors que pour l'OCDE, donc la partie bleue, on a une forte baisse de la demande de charbon et de la demande de pétrole. Mais un des points très significatifs, c'est la forte progression des renouvelables, comme vous le voyez en bas, en dehors de l'hydro. Alors l'hydro ne progresse pas énormément, alors que c'est bien une énergie renouvelable et qui a un potentiel de production en plus non variable important, mais le potentiel a déjà largement été utilisé, notamment dans les pays de l'OCDE. Et on voit que ce sont plutôt les autres renouvelables qui progressent dans l'ensemble des régions. Alors, évidemment, si on fait si on regarde plus spécifiquement sur le renouvelable, la répartition géographique de cette très forte croissance que j'évoquais à l'instant, si on compare 2008 et 2035, on voit que la consommation des renouvelables la demande de renouvelables est multipliée par 3. Et en ce qui concerne le secteur de la production d'électricité, leur part de marché progresse de 19% en 2008, donc en intégrant l'hydroélectricité, et pour monter jusqu'à 32% en 2035, près du tiers de la production d'électricité, donc à partir d'énergie renouvelable, et encore une fois dans notre scénario qu'on considère comme scénario central. Comme vous le voyez sur ce transparent, il y a 3 zones qui sont très dominantes, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Alors l'Union européenne, encore une fois, a été pionnière dans le développement des renouvelables, avait beaucoup d'avance, mais elle est de plus en plus concurrencée par les États-Unis et surtout par la Chine, compte tenu de leur politique de promotion des renouvelables et le développement de l'économie de la Chine et son souci, encore une fois, de développer, de diversifier son mix énergétique. Ceci dit, il y aura de plus en plus une concurrence entre les différentes zones, notamment pour la question de la fourniture d'équipements, et notamment aux États-Unis. Il y a de gros débats au Congrès entre
hommes politiques américains pour savoir s'il faut continuer de soutenir le développement des renouvelables, alors même que de plus en plus les équipements vont venir de Chine. Donc c'est un débat extrêmement aigu aux États-Unis. Alors, en dehors de ces trois grandes zones, vous voyez aussi que le Brésil et l'Inde pourraient avoir un très fort développement également de leur consommation d'énergie renouvelable. Alors, ce slide vise à expliquer un petit peu comment fonctionnent nos différents scénarios. Donc, le scénario dont je parlais, le scénario central, c'est la ligne bleue, le scénario des nouvelles politiques. Encore une fois, qui intègre à la fois les mesures mises en place par les gouvernements et les engagements pris pour aller vers une diminution des émissions de CO2, donc à la fois d'économie d'énergie et de décarbonisation des systèmes électriques, soit par le nucléaire, soit par les renouvelables, soit par une transition de la production d'électricité par le charbon vers le gaz, qui est aussi une façon de diminuer fortement les émissions de CO2. Et le scénario NPS aussi prévoit des nouvelles mesures au-delà de 2020 pour maintenir le rythme des économies d'émissions de CO2. La ligne rouge, donc, qui est plus négative en termes de consommation d'énergie et qui rend absolument impossible l'atteinte des objectifs de limiter l'impact du changement climatique. Donc ce scénario-là ne prend en compte que les politiques qui sont actuellement mises en place. Donc c'est comme le scénario business as usual. Donc on continue sur la trajectoire actuelle. Et notre scénario, le scénario le plus volontariste, qui est le scénario à 450 ppm, 450 parties par million, c'est la concentration en carbone. Le niveau de concentration en carbone qu'il faudrait atteindre en 2035 pour limiter le réchauffement climatique en moyenne à 2 degrés Celsius, donc à des niveaux beaucoup plus raisonnables que dans les scénarios de prolongation des tendances actuelles. Alors c'est un scénario qui est volontariste. On dit il faut arriver à cet objectif, qui est l'objectif des conférences sur le changement climatique, et comment on peut y arriver d'une manière qui soit réaliste, c'est-à-dire dans des conditions économiques et dans des conditions de mix énergétique qui ait un sens pour les différentes régions du monde. Alors ce qu'on voit, c'est que ça passe par toute une série de mesures, les économies d'énergie, avec une contraction, comme on voit sur cette courbe, un plafonnement de la demande mondiale d'énergie, et dans le mix énergétique, une diversification beaucoup plus grande et une baisse substantielle du rôle des énergies fossiles. Alors, comme le montre cette courbe, là on a la consommation globale d'énergie primaire selon les scénarios. On a une inflexion, la poursuite des tendances actuelles. Donc la ligne rouge, on est à des niveaux de croissance de la demande d'énergie de 1,4% par an. Ce qui est déjà beaucoup moins que ce qu'on a connu au cours des 20 dernières années, notamment dans les pays de l'OCDE. Donc c'est quand on pense à la croissance chinoise actuelle, qui est autour de 10%, c'est déjà quelque chose qui est quand même déjà bien moindre que ce qu'on a connu dans le passé dans les pays industrialisés, quand on pense qu'on est dans un cycle économique de très très fort développement économique des pays émergents. Le scénario des NPS, donc des nouvelles politiques, table sur une croissance de 1,2%, donc légèrement moindre. Et pour arriver au scénario de 450 ppm, donc le scénario qui serait le plus souhaitable sur le plan du développement durable et et du changement climatique, il faudrait réduire la croissance de la demande en moyenne à 0,7% par an. Donc c'est un effort quand même considérable en tablant sur les taux de croissance économique et la croissance de la démographie mondiale, qui sont les données qui sont les moins mobiles. Je veux dire, on peut avoir de très fortes variations de la conjoncture économique, mais les tendances lourdes, le développement des pays émergents et la croissance démographique,
sont là. Donc il faut bien réaliser que réduire à 0,7% par an la progression de la demande d'énergie est un objectif qui est extrêmement ambitieux au niveau mondial. Alors comment on arrive comment on pourrait arriver à ce scénario plus souhaitable de 450 ppm par rapport au scénario des tendances actuelles, donc la ligne rouge, c'est ce que montre ce slide. En partant de 2008 vers 2035, il faudrait avoir à partir de 2020 une inflexion très très forte des tendances actuelles, une véritable révolution énergétique qui passe par plusieurs actions. D'abord, l'efficacité énergétique, c'est la partie beige qui représente, vous voyez, la moitié de l'effort. On arrive à une économie de plus de 20 milliards de tonnes d'émissions de CO2 dans le scénario à 450 ppm par rapport au scénario des politiques actuelles, et la moitié de cet effort est obtenue, plus de la moitié de cet effort est obtenu par des mesures d'efficacité énergétique. Alors les mesures d'efficacité énergétique, c'est pas toujours les mesures les plus spectaculaires, ça suppose des efforts de long terme, mais c'est certainement le domaine dans lequel on peut obtenir le plus de résultats en termes de plafonnement de la demande d'énergie et de limitation des émissions de CO2. Les deuxièmes grandes mesures, c'est la décarbonisation des systèmes électriques, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les systèmes électriques, c'est le charbon qui est dominant. C'est la première source de production d'électricité au niveau mondial. Alors, 80% en Chine et en Inde, souvent on le sait bien, mais c'est aussi la première source de production d'électricité dans les grands pays comme les États-Unis ou comme l'Allemagne. Donc, on parle beaucoup de l'éolien, etc. C'est important, mais il faut avoir en tête les équilibres, et on parle d'un système électrique qui est très fortement carboné. Alors, comment décarboniser ce système électrique mondial? D'abord avec le développement des renouvelables, et on prévoit donc le développement de la production d'électricité à partir de renouvelables représenterait le 5e des efforts pour arriver à ce scénario 450, c'est la partie bleue du schéma, et 25% même si on intègre les biocarburants. Ensuite, le nucléaire à 9%. Alors, ça peut paraître un chiffre modeste, mais il y a des délais pour le développement du nucléaire, notamment dans les pays qui n'ont pas encore de parc nucléaire, qui sont importants. Ensuite, le nucléaire a des problèmes de compétitivité économique, et ces chiffres sont des chiffres avant Fukushima. Donc il est clair qu'avec l'accident de Fukushima et les décisions d'un certain nombre de pays de ralentir leurs investissements dans le nucléaire, en réalité, dans notre prochaine perspective, je pense que le chiffre de la contribution du nucléaire sera certainement moindre. Le CCS, c'est-à-dire le stockage la séquestration et le stockage du CO2, qui est une technologie sur laquelle beaucoup d'efforts de recherche sont faits actuellement, qui permettrait de continuer à utiliser les énergies fossiles en stockant dans le sous-sol le CO2 émis, alors qui est sur une technique prometteuse, mais qui est pour l'instant encore loin de la compétitivité économique. Mais dans nos scénarios, elle jouerait un rôle important, notamment pour les pays qui, de toute façon, continueront à consommer beaucoup de charbon pour leur parc électrique, notamment la Chine, l'Inde et probablement aussi les États-Unis. Alors, dans ces efforts, il y a un certain nombre de pays qui joueront un rôle essentiel par leur taille et par le fait qu'ils sont des gros émetteurs de CO2. C'est essentiellement la Chine et les États-Unis qui représenteraient la moitié des efforts pour arriver à ce scénario 450 ppm. Et la Chine seule représenterait un tiers de la réduction souhaitable. Alors même que pour l'Europe, l'effort par rapport au scénario actuel serait moindre, dans la mesure où l'Europe a pris de l'avance, je dirais, le bon élève sur le plan du changement climatique, et a déjà mis en place des politiques importantes qui permettent de réduire le développement des émissions de CO2. Alors, dans ce scénario, dans nos différents scénarios, ici vous avez la comparaison de la situation en 2008 et puis la situation en 2035 dans nos trois scénarios. Et vous voyez que dans tous les scénarios, de manière plus ou moins importante, on a une très forte progression de la part des renouvelables pour la production
d'électricité. Dans le scénario 450, donc le scénario de droite, le plus ambitieux, les renouvelables représenteraient 45% de la production d'électricité en 2035, un peu plus de 30% dans le scénario central, à partir d'un point de départ aujourd'hui à 18%. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres secteurs de consommation énergétique. Il n'y a pas d'électricité. On a tendance à dire que les renouvelables, c'est l'éolien et c'est le solaire pour la production d'électricité. Ils ont aussi une contribution importante à apporter dans le domaine de la chaleur, dans le domaine de la chaleur et de la climatisation, et dans les secteurs industriels où la part des renouvelables pourrait se développer aussi substantiellement, jusqu'à 20% dans le scénario 450 ppm, et aussi dans le secteur des transports, où la part des renouvelables, essentiellement les biocarburants, est de l'ordre de 2% aujourd'hui, et elle monterait dans le scénario à 450 ppm jusqu'à 15% grâce au développement des biocarburants, et notamment des biocarburants de deuxième génération. Pourquoi ? Parce que dans le domaine des transports, il est très difficile, en dehors du développement de la voiture électrique, mais qui supposera des délais importants, de décarboniser le système des transports, donc de s'abstraire du pétrole sans passer par une part importante des biocarburants. Donc des perspectives positives pour les biocarburants dans l'ensemble des secteurs. Si on regarde plus spécifiquement dans l'électricité, on voit que la contribution des renouvelables passerait de 18% jusqu'à 23% dans le scénario rouge, le scénario des politiques actuelles, à 32% dans le scénario des nouvelles politiques et 45% dans le scénario à 450 ppm. Et alors ça paraît très ambitieux, en même temps on voit que les tendances sont déjà en place en Europe, et avec des politiques ambitieuses, notamment dans certains pays européens, on a déjà des taux de croissance des renouvelables qui sont très ambitieux, et les dernières décisions de l'Allemagne de se retirer du nucléaire sont accompagnées de projets de développement des renouvelables très importants, les renouvelables pouvant passer à 35% de la production d'électricité en Allemagne à long terme. Alors, ces développements spectaculaires des renouvelables est passé aussi par des politiques d'aide, de soutien, de subventions importantes. Nous avons estimé dans notre dernier rapport à 57 milliards de dollars au niveau mondial en 2009, et nous prévoyons une croissance de ces aides à plus de 200 milliards de dollars en dollars de 2009 d'ici 2035. On parle de subventions, c'est un peu impropre parce qu'une grande part des politiques de soutien aux renouvelables passe par des tarifs de rachat. Donc en fait, c'est le consommateur d'électricité qui va payer plus cher son électricité pour financer les aides à l'éolien ou les aides au solaire. Mais néanmoins, ça pèse quand même sur la facture d'électricité. Donc il y a des limites, des limites politiques pour ces politiques de soutien, mais l'objectif est de favoriser le développement des filières émergentes et de les faire arriver à la compétitivité, sachant qu'on a vu pour l'éolien comme pour le solaire des baisses de coûts des équipements très spectaculaires. Alors, ceci dit, il y a un certain nombre de débats et de problèmes nouveaux qui sont créés par le développement à grande échelle des énergies renouvelables, et on se focalise notamment souvent sur le problème des tarifs de rachat, sur le problème des subventions qui sont débattues, par exemple dans le domaine du photovoltaïque, qui a retenu l'attention récemment en France. On a revu les systèmes d'aide au photovoltaïque, mais on a vu la même type de situation dans d'autres pays européens, donc la France n'est pas un cas isolé, ça a été le cas aussi en Italie, en Espagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une croissance exponentielle des installations de panneaux photovoltaïques. La capacité mondiale, qui n'était que de 5 gigawatts en 2005, a été multipliée par 8 en 5 ans, aujourd'hui à 40 gigawatts.
et rien qu'en 2010, le marché a doublé par rapport à 2009. Donc ce sont des croissances extrêmement rapides, ce sont des croissances, s'agissant du photovoltaïque, qui sont concentrées dans un petit nombre de pays, comme vous le voyez là, essentiellement en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en la République tchèque également. Alors, ce qui veut dire que ces 4 pays représentent maintenant 60% de la capacité de production photovoltaïque, ce qui pose des problèmes de durabilité sur le plan du soutien financier. Et au moment où la baisse des coûts des panneaux voltaïques était très rapide, il y a eu finalement un effet d'aubaine qui a été créé par les dispositifs d'aide. On l'a vu en France avec une ruée des demandes de projets qui rendaient le système ingérable. Donc il est important que ces politiques de soutien soient suffisamment flexibles pour s'adapter notamment à la baisse des coûts et éviter ces effets d'aubaine qui sont favorables aux investisseurs, mais défavorables notamment aux consommateurs d'électricité si la montée en puissance du photovoltaïque, en l'espèce, n'est pas mieux maîtrisée. Alors, c'est un des sujets que nous au-delà des scénarios, ce que nous faisons à l'AIE aussi, c'est d'essayer de faire du benchmarking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'examiner, de comparer les politiques de soutien qui sont mises en place par les différents pays et de regarder ce qui marche, regarder ce qui marche moins bien pour essayer de faire des recommandations pour mettre en place les bons outils de promotion des renouvelables qui soient aussi à un coût économique acceptable. Nous avons publié en 2008 une première analyse sur quels principes ont une politique efficace de promotion des renouvelables, et nous avons publié prochainement une actualisation de cette étude avec des études de cas par pays et par région. Comme on l'a indiqué là, quels sont les outils essentiels pour faciliter la promotion des renouvelables? C'est d'abord de traiter les obstacles non économiques, c'est tous les obstacles administratifs, les questions de procédure. On voit que c'est souvent un obstacle très important aux investissements, les procédures administratives, les conditions d'accès au réseau électrique. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, avoir un dispositif d'incitation qui soit transparent et prévisible, donc il ne change pas tous les 6 mois, pour donner suffisamment de visibilité aux investisseurs, en même temps que ces systèmes d'aide soient transitoires et diminuent progressivement au fur et à mesure que les technologies progressent, et soient spécifiques à chacune des technologies pour prendre en compte l'état de développement des différentes technologies, et enfin de prendre en compte la question d'intégration dans les réseaux, puisque selon la structure des réseaux et selon les investissements faits dans les réseaux électriques, on peut avoir des rythmes de développement des renouvelables plus ou moins rapides. Et cette question de l'intégration dans les systèmes électriques est une question sur laquelle on a travaillé spécifiquement, parce que ça devient un sujet très important en Europe, compte tenu du caractère variable d'une grande partie des énergies renouvelables. Alors, toutes les énergies renouvelables ne sont pas variables. L'hydro est au contraire, où l'électricité faite à partir de biomasse ne sont pas variables. L'électricité géothermique non plus, mais les 2 filières qui se développent le plus, l'éolien et le solaire, sont par nature intermittentes, variables, ce qui pose des problèmes de gestion du système électrique importants, puisque on ne maîtrise pas évidemment le rythme de production des éoliennes ou le degré d'ensoleillement qui vont être essentiels pour prévoir la capacité de production de ces énergies renouvelables. Donc avoir des bons outils de prévision et une flexibilité des systèmes électriques pour pouvoir s'adapter à ce caractère variable de la production est un défi très important pour les pays qui se lancent et qui veulent avoir des taux de développement des rythmes de développement des renouvelables rapide. Là, vous voyez aussi, l'enjeu, c'est encore une fois le développement des
de la part variable des renouvelables, c'est les 29% en 2035 par rapport aux 51%, c'est-à-dire que la plus grande partie du développement des renouvelables se fait à partir de sources variables, l'éolien, les énergies marines et le solaire. Alors, ça, c'est un graphe qui vise à illustrer l'impact de la variabilité de la production du solaire et de l'éolien. C'est la courbe du bas. Alors il faut quand même bien réaliser que tout système électrique doit gérer l'intermittence, puisque l'électricité n'est pas stockable et que la consommation est extrêmement variable, à la fois au cours de la journée. En France, on était au bord d'avoir un blackout en mois de janvier quand il a fait très froid, et il y a un pic de demande journalier autour de 7 heures du soir qui est particulièrement difficile à gérer. Donc il y a des pics journaliers, il y a des pics hebdomadaires, il y a une saisonnalité au fil de l'année qui doit être gérée. Mais ceci dit, ce qu'on voit sur la courbe rouge, c'est cette saisonnalité de la demande, la variabilité de la demande est relativement régulière. Le problème additionnel que posent les énergies variables, c'est qu'elle est très difficile à prévoir, et elle est assez largement erratique, comme vous le voyez sur la courbe noire. Où c'est sur l'exemple de l'ouest. Cette courbe est une courbe qui vient de la situation dans l'ouest des États-Unis, où avec une fois qu'on atteint un taux important d'éolien et de solaire, on a une courbe de demande nette qui est extrêmement variable, et l'ampleur des écarts, comme vous le voyez, est parfois beaucoup plus important que sur la courbe rouge, la courbe d'une variabilité plus classique, ce qui veut dire qu'il faut que ces écarts de production de l'éolien et du solaire soient compensés, soit au niveau de la demande avec des réseaux intelligents, soit au niveau de la production en ayant des systèmes de backup qui fonctionnent. Alors, quelles sont les sources de flexibilité? Il y en a 4. La possibilité d'utiliser d'autres sources de production d'électricité, la gestion de la demande, notamment avec le développement des réseaux intelligents, les fameux smart grids, la possibilité de stocker l'électricité, ce qui technologiquement est un enjeu, mais il y a des systèmes notamment avec l'hydro qui permettent d'obtenir ce type de résultat, ou l'interconnexion avec des marchés voisins. C'est le cas, par exemple, comme vous voyez sur la carte du marché scandinave, où le Danemark a pu développer une très forte partie d'éolien parce qu'il est intégré dans un marché de l'électricité scandinave, où il y a en Suède beaucoup de nucléaire, où il y a en Norvège beaucoup d'hydraulique, ce qui fait qu'on a au niveau du marché scandinave une grande diversification des sources de production d'électricité. Alors, dans l'étude que nous venons de publier sur l'intégration des renouvelables dans les systèmes électriques, nous avons mis en place un outil d'évaluation de la flexibilité des systèmes électriques pour essayer de voir dans quelle mesure ils sont prêts à absorber une part importante de renouvelables variables. Et comme on le voit sur ce schéma qui résume un certain nombre d'études de cas que nous avons faites, la flexibilité des systèmes peut être extrêmement variable. Ça va de 63%, les systèmes les plus flexibles comme le Danemark, à 19% pour le Japon, qui est un système beaucoup moins flexible, en fonction et ça dépend beaucoup de la structure des systèmes électriques. Donc le Danemark, un pays intégré dans une zone régionale, le Japon, une île avec des réseaux qui sont très coupés les uns des autres. Ça a été un des gros problèmes pour l'approvisionnement électrique de Tokyo, le fait que les systèmes électriques soient les réseaux électriques soient très petits et régionaux au Japon. Je voudrais terminer avec la question de la R&D, l'importance de poursuivre l'effort de R&D pour
diminuer le coût de production de renouvelables, développer les technologies nouvelles plus innovantes, comme le solaire à concentration, qui est encore aujourd'hui non économique, mais qui a un potentiel considérable si on arrive à réduire les coûts de la filière. Développer aussi la partie réseau intelligent. Beaucoup d'efforts ont été faits. En 2009, on voit une très forte progression des aides à la R&D, notamment pour les renouvelables. Ceci dit, c'était beaucoup lié au programme de relance après la récession, et il est important de poursuivre cet effort de recherche sur le long terme. La contribution de l'AIE dans ce domaine, c'est ce que nous appelons les feuilles de route, les roadmaps que nous publions sur une vingtaine de technologies considérées comme critiques pour arriver à décarboniser nos systèmes énergétiques. On a déjà publié des feuilles de route sur l'éolien, sur le solaire photovoltaïque, le solaire à concentration. Et cette année, nous venons de publier sur les biocarburants et prochainement sur l'énergie, la géothermie, la bioénergie pour la chaleur et l'électricité et l'hydraulique. Alors, un exemple de ce que l'on présente dans ces feuilles de route, c'est comment sur le très long terme, là on regarde à horizon 2050, on analyse là c'est le cas du solaire thermodynamique à concentration. On analyse son développement sur les différents marchés et la possibilité de baisser les coûts par grande région. Donc voilà, pour conclure, donc le rôle vital des énergies renouvelables et les bénéfices importants qu'elles apportent, pas simplement en termes de changement climatique, mais aussi en termes de sécurité d'approvisionnement, à un moment où les énergies fossiles, et notamment le pétrole, vont rester durablement chères. Les renouvelables ne se développent pas qu'en Europe, mais aussi dans les pays émergents, notamment en Chine. Et pour poursuivre ces développements, il est important que les politiques de soutien s'adaptent, soient suffisamment flexibles et qu'on poursuive un effort de recherche substantiel sur le long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.